Stéphane. Paris se prépare donc à un état de siège. Les paysans en colère sont décidés à bloquer des axes majeurs menant la capitale et à d'autres agglomérations. Le gouvernement mobilise 15 000 membres des forces de l'ordre. Le risque d'une montée des tensions plane. Sur ce mouvement, à partir de 14h, la FNSEA et les jeunes agriculteurs du Grand Bassin parisien ont prévu 8 points de blocage sur de grandes autoroutes à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres du périphérique. Avec pour mot d'ordre donc un siège de la capitale dont on sait qu'elle est vulnérable. Ici, on bloque Rungis et puis d'autres points. La capitale est rapidement vulnérable. En tout cas, en 3 jours, les circuits alimentaires n'ont que 3 jours d'indépendance à Paris. Il ne faut jamais l'oublier. De notre côté, notre invité s'appelle Lefranc. Alors, Lefranc, c'est presque un nom prédestiné quand on est journaliste, comme dans la BD de Jacques Martin. Il est président du directoire du quotidien Ouest France, premier quotidien francophone au monde par sa diffusion, là aussi, il faut le rappeler, plateforme numérique ayant eu la plus forte audience en nombre de pages vues au mois de décembre. Ouest France est une institution emblématique de ce que les Parisiens appellent peut-être aussi la province Grand Ouest. Bonjour François-Xavier Lefranc. Bonjour. Alors, vous vous sentez justement en phase avec ce qui se passe aujourd'hui ? Écoutez, en phase, oui, c'est un mouvement que nous, on voyait comme d'autres poindre depuis très longtemps. C'est un mouvement qui est profond, c'est un mouvement qu'il faut entendre. C'est un mouvement qui a des raisons économiques, mais pas que. C'est aussi un mouvement qui parle du monde rural, qui parle de celles et ceux qui y vivent et qui se sentent même pas mal aimés, mais complètement ignorés. Je vais vous prendre une petite anecdote. Le président de la République a fait une conférence de presse l'autre jour qui a duré 2 heures. Pas une question n'a été posée sur l'agriculture alors que déjà le mouvement existait. Donc il faut faire attention à ça. Il faut comprendre ce que veut dire ce mouvement qui est très divers, parce que l'agriculture c'est très divers. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent dur et qui ne gagnent pas leur vie. Et ça peut pas continuer comme ça. Comment Ouest France en parle-t-il ? Nous, c'est en étant proche des gens. Ouest France, c'est une rédaction de plus de 700 journalistes professionnels qui sont répartis sur un grand territoire. Au passage, c'est un grand territoire agricole, l'Ouest. Et c'est en étant proche tout au long de l'année, en écoutant, en allant à la rencontre des gens. Alors, on a fait beaucoup de reportages ces derniers jours et ces dernières semaines pour comprendre ce mouvement. Mais je vous dis, c'est pas seulement une considération économique. Les agriculteurs veulent qu'on reconnaisse ce qu'ils apportent à notre société. C'est bonnet rouge ou gilet jaune maintenant ? C'est peut-être... alors, il y a sans doute un peu des gilets jaunes, mais ça va bien au-delà. Je pense que ça nous met devant nos contradictions. Nous voulons notre indépendance alimentaire. Nous voulons des produits peu chers. Nous voulons être assurés de pouvoir manger demain, de pouvoir nourrir nos enfants. Un agriculteur nourrit 100 personnes aujourd'hui. Oui, ça c'est quand même, c'est évidemment énorme. C'est quand même énorme. Il a donc droit à un minimum de reconnaissance. Ça pose la question aussi de l'Europe. Au passage, heureusement que l'Europe est là. C'est-à-dire que faut être très vigilant là-dessus. On a tendance à accuser l'Europe de tous les maux. L'Europe a permis de développer les exportations agricoles françaises, mais il faut aussi que l'Europe entende les agriculteurs. Et réfléchissent à des réglementations qui parfois tournent au ridicule. C'est parfois infernal quand on entend ces paysans qui disent « Moi, j'ai besoin de passer une ou deux journées par semaine à faire de la paperasserie. Ça ne peut pas continuer. » Mais on a l'impression que personne ne peut changer ça. Au niveau de l'Europe ou au niveau français même. Alors, c'est un mal européen, c'est aussi un mal français. Il faut que ça change. Bon, des mesures ont été annoncées, on verra. Mais déjà, on parlait d'un choc de simplification il y a quelques années. Oui, mais on en parle beaucoup, mais il faut le faire. Il faut le faire. Ce que vivent les agriculteurs n'est pas acceptable. Donc peut-être que ce mouvement permettra de changer les choses. En tout cas, on a entendu beaucoup de drames humains aussi. Il y a des gens qui vivent ça très douloureusement, des gens qui bossent 15 heures par jour, voire plus, pour gagner à peine plus de 500 €. Ça peut pas durer, ça. François-Xavier Lefranc, vous-même, vous êtes fils d'agriculteur. Oui. Mais vous n'avez pas repris alors le... Non. Je suis devenu journaliste. Je suis d'une famille d'agriculteurs. C'est un milieu auquel moi je suis personnellement évidemment très attaché. Et je pense que si je suis devenu journaliste, c'est aussi, et notamment à Ouest France, c'est aussi parce que je suis très attaché au monde rural. D'ailleurs, nos rédactions sont
sont très, très, très ancrés dans le monde rural. Et depuis que vous avez commencé à Ouest France, ce monde rural a quand même beaucoup évolué. Il y a beaucoup moins, numériquement parlant, il y a quand même moins d'agriculteurs, beaucoup moins. Oui, il y a beaucoup moins d'agriculteurs, et ça c'est une question aussi. Moi, j'ai connu l'époque où, quand j'étais enfant, lorsqu'il y avait des grands événements, des moments où il fallait faire les ensilages de maïs ou les foins, eh bien, les agriculteurs se retrouvaient. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de solidarité. Ça s'est un petit peu perdu, et beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui se sentent peut-être un peu seuls. Alors, il y a de la solidarité dans cette profession qui a beaucoup évolué, parce que l'agriculture, c'est très divers. Il y a aujourd'hui beaucoup de grandes fermes. Il y a aussi de moins en moins de petites fermes, et il y a peut-être des rééquilibrages à trouver. Le monde chrétien a beaucoup contribué à l'évolution de l'agriculture, à la modernisation de l'agriculture. Oui, je l'ai dit, parce que c'est un monde de solidarité. C'est un monde de solidarité, et dans l'Ouest notamment, des mouvements anciens comme la JAC, par exemple, avaient formé des générations d'agriculteurs, des générations de responsables agricoles qui ont essayer d'accompagner la modernisation de l'agriculture. C'était nécessaire parce qu'il fallait nourrir tout le monde, et donc des pas de géants ont été faits. En fait, on a demandé en très peu de temps. En très peu de temps, on a demandé aux agriculteurs de se transformer. Ils l'ont fait. Et aujourd'hui, on leur fait beaucoup de reproches. Il y a évidemment des choses à changer. Il y a eu des excès dans le modèle agricole. Mais on fait beaucoup de reproches aux agriculteurs. C'est une catégorie de la population qui a toujours répondu présent quand on a eu besoin d'elle, et c'était pour nourrir les gens. C'est pas rien quand même. On passe du tout au tout, François-Xavier Lefranc. On est passé d'un modèle productiviste qu'on a imposé finalement aux agriculteurs au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et l'Église catholique, en tout cas les réseaux catholiques, ont joué un rôle important. On allait dans les villages pour dire qu'il fallait changer, adopter les nouvelles techniques d'agriculture, quitte à rompre avec une culture multiséculaire. Hein. Là, il y a une rupture quand même sur laquelle il est difficile de revenir aujourd'hui. Enfin, évidemment, le retour au passé est impossible, mais on a rompu très vite. Ça correspond d'ailleurs aussi quand même avec le décrochage de la pratique religieuse. Oui, très certainement. Au milieu des années 50. Oui, c'est vrai qu'on peut faire un parallèle, parce que le parallèle, c'est une réalité, il existe. Maintenant, je pense que la réponse à la crise agricole aujourd'hui, on peut la trouver dans la solidarité. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une profession qui a besoin qu'on porte sur elle un regard un peu plus humain, un peu moins sévère, parce que c'est parfois très très sévère, le regard porté sur l'agriculture. Si vous prenez par exemple une question comme le bien-être animal, qui est une question importante, qui est une question d'aujourd'hui, qui est une question que les agriculteurs doivent évidemment se poser comme tout le reste de la société. Mais parfois, certains éleveurs se sont sentis mis en cause d'une façon terrible, et ça, on ne le mesure pas toujours. Alors évidemment, il faut faire évoluer les modèles, il faut surtout faire attention aux gens. Il faut les respecter. Il faut les écouter, il faut les entendre, il faut comprendre que ce n'est pas facile de changer de modèle. Mais alors, les agriculteurs devraient, à mon avis, se rassurer sur un point, c'est que quand il y a des enquêtes d'opinion, et c'était encore le cas ces jours-ci, ils ont une vraie cote d'amour dans la population française. Donc, il faut peut-être faire la différence entre ce qui se dit sur les réseaux sociaux et ce que pense réellement la population. Que diriez-vous de la manière dont le gouvernement devrait gérer cette crise ? On a vu Gabriel Attal prendre la parole sur un ballot de paille. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que une bonne solution serait de faire confiance au territoire. Alors, on a délégué au préfet visiblement un certain nombre de choses. Je pense que le problème de notre pays, c'est qu'il ne fait pas confiance à ces territoires. Il ne fait pas confiance aux élus des territoires. Beaucoup de questions pourraient être réglées si on permettait aux élus des territoires, à l'échelle peut-être des régions, de les régler. Faisons confiance aux élus. Ils sont élus. Faisons confiance au territoire, et ça réglera beaucoup des problèmes français, bien au-delà de l'agriculture. Mais le prix du lait, est-ce que ça dépend des territoires ? Le prix du lait, non, mais la répartition des aides, par exemple, la compréhension de la diversité française, on ne peut pas l'apercevoir si on n'entend pas, si on n'écoute pas les territoires. Regardez, par exemple, ce qui se passe outre-mer. Alors, les médias ont un rôle important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 53% des journalistes français sont à Paris ou à l'étranger. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes dans un certain nombre de territoires. Les territoires ultramarins, bientôt, n'auront plus de journalistes si ça continue. C'est inquiétant. Donc, nous, on a un rôle important à jouer là-dedans. Et je pense que il y a sans doute un effort de décentralisation, de réorganisation à mener aujourd'hui. Et c'est une des solutions, je pense, aux problèmes agricoles et à bien d'autres problèmes.
Beaucoup d'éditions du journal Ouest France alors là je parle de mémoire, entre la Charente-Maritime et presque la Seine-Maritime. Alors on s'arrête à la Vendée. Et ça fait ce grand arc, non, quasiment. En fait c'est Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. Donc il y a 41 éditions pour ce qui est de l'édition papier. Donc c'est aujourd'hui effectivement le premier journal francophone français le premier journal francophone au monde par sa diffusion. C'est aussi une grande plateforme numérique puisque vous l'avez dit tout à l'heure, nous étions en décembre la première plateforme française. Et comment l'expliquer ça? Je crois que c'est peut-être par le fait que Ouest France s'est toujours intéressé au territoire, mais aussi à l'actualité nationale et internationale. Nous avons un grand service international, nous avons des correspondants dans le monde entier. Nous avons des correspondants dans toutes les régions françaises. Et je pense que c'est ça, sans doute, la clé de la réussite de Ouest France. Cette audience, il faut savoir que 80% de cette audience se fait hors de l'Ouest, c'est-à-dire hors de notre zone historique. Donc 35% de notre audience est sur la grande région parisienne. Donc ça veut dire qu'un journal local, ça ne veut plus dire grand-chose, dans une certaine mesure. Écoutez, nous, on se considère comme un grand média français, fait ailleurs qu'à Paris, fait sur un grand territoire, l'Ouest, dont nous sommes effectivement spécialistes. Mais on s'intéresse à plein d'autres choses, et notamment à des grandes thématiques, comme le maritime, par exemple, qui est un truc absolument essentiel, l'agriculture, l'alimentation, ces grandes thématiques qui sont importantes pour nous. Voilà, donc je crois que c'est ça la force de Ouest France. Le maritime, c'est un peu l'angle mort. Enfin, c'est l'un des angles morts de la stratégie française. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, la France est la deuxième puissance mondiale, si on regarde le territoire marin, grâce au territoire ultramarin. Donc, il faut quand même le reconnaître. La France, c'est une enfin, on en parle quand il y a le vent des globes, quoi. Ouais, mais il n'y a pas que ça. C'est une grande économie maritime. Si on regarde le maritime de défense, il y a un certain nombre de pôles de compétences en France. Les spécialistes des grands courants marins, ils sont aux États-Unis et en Bretagne. En France, donc la France, elle a une vraie carte à jouer autour du maritime. On attend d'ailleurs au passage avec impatience de savoir s'il y aura un ministre de la mer, parce que je trouve que ça manque depuis quelques semaines. On se pose des questions que d'autres pays ne se posent plus depuis longtemps et qui n'ont pas de culture maritime. Quand vous pensez qui n'ont pas de culture maritime. Les grands ports allemands, par exemple, toutes les cargaisons qui arrosent l'Europe, qui arrivent en Europe, n'arrivent pas en France. Bien sûr. Elles arrivent à Gênes, elles arrivent en Allemagne, aux Pays-Bas. Le plus grand port de France, c'est le port du Havre. Mais le port du Havre, est par rapport aux grands ports européens, est bien en dessous. Voilà, donc. Mais ça, parce que la liaison entre le Havre et Paris est calamiteuse. Il y a beaucoup de raisons quand même. Hein. Une fois encore, ça pose la question territoriale. Voilà, mais c'est une richesse en tout cas d'avoir une puissance maritime, et c'est le cas de la France. Il faut quand même le rappeler. Maintenant, il faut prendre conscience de ça. Je pense que la mer, elle nous apportera aussi des éléments pour notre alimentation, pour notre santé demain. Et donc, c'est un sujet qui nous semble, nous, absolument essentiel. Donc, nous avons une rédaction spécialisée là-dessus. Juste encore une question sur Ouest France. L'empattement des éditions de Ouest France, donc vous avez dit ça va jusqu'à la Vendée, mais ça ne descend pas plus bas? Alors, le journal n'est pas distribué plus bas, effectivement. Le journal, il est distribué jusqu'en Vendée. Et pour la Normandie, ça ne va pas plus loin que le Havre. Et pourquoi ne pas aller à Rouen? Ça, c'est historique. En fait, c'est historique. Les grands quotidiens régionaux, autrefois, c'était un peu réparti le territoire. Donc, à Rouen, vous aviez Paris-Normandie, et puis en dessous de la Vendée, vous aviez Sud-Ouest. Donc, ça, c'était des raisons historiques. Après, le numérique a fait que les frontières ont sauté. Alors... Peut-être concernant Ouest France, quand même, un point qui me paraît important, parce qu'on est un journal très particulier en Europe, puisque notre statut fait que nous sommes... le propriétaire de Ouest France est une association à but non lucratif, loi 1901, qui s'appelle l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Alors, c'est un nom un peu long et peut-être un peu pompeux, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. Nous sommes là pour défendre la démocratie humaniste, c'est-à-dire le respect des personnes, le respect des gens, la proximité, l'écoute. Et ça, c'est la force de Ouest France. Cette association, elle existe depuis 30 ans. Et c'était la volonté de François-Régis Hutin. Exactement, qui était le patron d'Ouest France et qui avait voulu mettre le journal à l'abri des puissances financières. Et on peut lui rendre hommage parce qu'il était visionnaire. C'était il y a 30 ans. Et aujourd'hui, ça donne à Ouest France un statut très moderne, finalement. Donc, qui ne dépend pas d'un milliardaire, qui ne dépend pas d'un fonds de pension, et qui ne dépend pas non plus de l'État. Qui ne dépend bien sûr pas de l'État. Nous devons trouver notre propre chemin, nous devons trouver notre économie. Et c'est ce que nous faisons. Donc, il faut travailler. Mais nous sommes indépendants. Il y a une figure qui est importante pour vous, François-Xavier Lefranc, sur laquelle vous étiez promis d'écrire, et c'est chose faite. C'est Armand de la Rouerie, héros breton de l'armée de Washington, qui est une figure un petit peu ambivalente de la Révolution.
Oui, alors c'est quelqu'un qui a une vie assez extraordinaire, quelqu'un que l'histoire a oublié, qui est un héros de la guerre d'indépendance américaine. C'était un soldat de George Washington qui dirigeait des troupes de commando aux côtés de l'armée américaine, qui s'est battu 7 ans là-bas, plus longtemps que Lafayette, et qui, quand il est rentré en France en 1784, et les années plus tard, a créé une association, l'association bretonne, un mouvement contre-révolutionnaire. Donc la Rouërie était révolutionnaire en Amérique, ouvert aux idées nouvelles, et contre-révolutionnaire en France. C'est un personnage assez exceptionnel de l'histoire bretonne, et moi j'ai voulu le sortir de l'oubli, tout simplement parce que là où je suis né, dans la ferme de mes parents, il y avait des grands arbres qu'il avait plantés en rentrant d'Amérique, des tulipiers de Virginie, qui sont des arbres extraordinaires, et j'ai voulu raconter la vie de Fougères. De ce grand soldat de l'armée de Washington, mais alors qu'il y a une fin très triste. En fait, il a, comme beaucoup, basculé au moment de la constitution civile du clergé. Il se battait contre cette révolution qui venait de Paris, qui était violente et qui, pour lui, allait mettre sa Bretagne à terre. Et pourtant, il était opposé à la monarchie, au pouvoir absolu du roi. Lui, il rêvait d'une monarchie constitutionnelle, une monarchie avec des... Il voulait, par exemple, que les nobles bretons participent aux États généraux, ce qu'ils ont refusé de faire. Donc c'était un homme un peu ouvert aux idées nouvelles, mais qui finalement a basculé dans la contre-révolution, a été pourchassé par la Convention, et ça a été très loin, puisqu'il est mort paria. Il se cachait dans les manoirs et les châteaux bretons, et il a été déterré 4 semaines après sa mort pour être décapité par les représentants de la Convention qui ne voulaient plus entendre parler de la Rouërie. C'est dire jusqu'où ça allait. Alors je me suis dit, ce personnage, il devait être un peu particulier, et je suis parti à sa recherche. Je suis allé aux États-Unis, je suis allé sur ses traces pour écrire ce roman. Qui s'appelle donc Rebelle en Haute-Bretagne et jusqu'en Amérique. Voilà, Je boirai mon sang, Armand de la Rouërie, Rebelle en Haute-Bretagne et jusqu'en Amérique, aux éditions Robert Laffont. Ici, le E, Tuffin de la Rouërie, le E se prononce ? Ou le E ne se prononce pas? Il y a un guillemet, il y a un tréma sur le... On dit la Rouërie. La Rouërie. Voilà, c'est ça. Ouais, il n'y a pas plusieurs prononciations? Non, ça c'est la prononciation. Autrefois, on disait la Rouarie, et aujourd'hui la Rouërie. C'est une sorte de charrette breton? Oui, si on veut, avec en plus cette dimension quand même de soldats de l'armée de Washington. Partir à 25 ans, ce qu'il avait fait pour se battre pour la liberté en Amérique, c'était quand même quelque chose. Donc c'était un idéaliste, et cette partie-là de sa vie lui donne, je pense, une dimension supplémentaire. C'était 2 personnages différents. La Rouërie, c'est le précurseur de la chouannerie bretonne. C'était pas un Vendéen, la chouannerie bretonne. Et d'ailleurs, un certain nombre de ses lieutenants sont devenus des chefs chouans après sa mort. Il faut savoir qu'il est mort 9 jours après Louis XVI. 9 jours après Louis XVI. Donc il n'a pas connu le soulèvement de mars 93. Il était mort. Catholique, libéral, franc-maçon, un peu de tout. Oui, alors c'était un catholique, mais qui avait un rapport assez distendu à la religion, mais c'était un catholique. En revanche, la constitution civile du clergé, donc juillet 1790, là ça a été un basculement, et à travers ce moment-là, beaucoup, comme la Rouërie, ont complètement basculé dans la contre-révolution. Il a fait le tour de Bretagne pour essayer de constituer un réseau, ce qu'il a fait. Il y avait beaucoup de prêtres réfractaires en Bretagne, pas que, et son réseau s'est constitué autour de ça, évidemment. Et Ouest-France, dans cette histoire, est-ce que Ouest-France, vous parlez de territoire, est-ce qu'un jour on réfléchit à l'idée que le régionalisme en France pourrait avoir plus de poids qu'il n'en a aujourd'hui? Alors, Ouest-France a été créé, et le journal qui l'a précédé, l'Ouest Éclair, avait été créé pour amener les gens à adhérer aux idées de la République. Donc Ouest-France est un média tout à fait républicain, mais qui pense, et c'est ce que nous essayons de porter, qu'il faut écouter les territoires. Il faut sans doute comprendre que quand on regarde la France par ses territoires, j'ai envie de dire, on se rassure, parce qu'il s'y passe plein de choses. Mais là, c'est plutôt les médias que je mets en cause. On ne le sait pas assez. Beaucoup de choses se font dans les territoires, beaucoup de liens de solidarité, beaucoup d'innovation. Les élus locaux font un travail extraordinaire. Notre pays est un grand pays jacobin qui ne mesure pas la chance qu'il a d'avoir une telle diversité de territoires. C'est un peu cette idée-là que nous défendons. Nous ne sommes pas
nous sommes très attachés aux institutions républicaines, bien évidemment. Hein. C'est ce qui a porté d'ailleurs Ouest France. C'est pour ça que Ouest France a été créé. Mais nous sommes là aussi pour porter la voix des territoires dans un pays qui a tendance un peu à les oublier et dans un système médiatique qui a tendance un peu à oublier les territoires. Et donc la rébellion d'Armand Tuffin de la Rouërie, ça a une signification aujourd'hui ? Je ne sais pas si j'irai jusque-là. Là, je me suis, moi, en fait, intéressé à un personnage qui m'a interpellé par les grands arbres, parce que je suis passionné par les arbres, et ces arbres m'ont toujours fasciné. Voilà, mais c'est peut-être un personnage qui s'est trompé d'époque. Ce serait intéressant, d'ailleurs, de savoir ce qu'il aurait fait aujourd'hui. Je pense qu'il aurait été régionaliste aujourd'hui, qu'il aurait sans doute... qui se serait battu. Mais il faut dire aussi qu'en 1793, l'année de sa mort, beaucoup les vents de l'histoire soufflaient, et je pense que la Rouërie était d'un autre monde, et donc son monde s'écroulait, son monde se délitait depuis des années. Alors certes, il n'y a plus la Convention, François-Xavier Lefranc, mais il y a aujourd'hui l'image du centralisme aussi, quand même. Oui, et puis c'est pas qu'une image, c'est une réalité. Oui. Hein, c'est une réalité. Tous les mouvements qu'on a aujourd'hui, ces jours-ci, c'est aussi cela. Je pense que là, on aurait peut-être besoin d'une réforme pour permettre justement d'aller vers plus de responsabilités données aux régions françaises. Regardez, par exemple, le budget des régions. Vous additionnez le budget de toutes les régions françaises et vous obtenez la moitié du budget de la Bavière. C'est pour vous dire, en fait, on devrait revoir ça. On devrait permettre aux élus locaux qui sont à proximité de piloter véritablement le développement économique. L'État s'occupe du régalien, mais il s'occupe de trop de choses aujourd'hui. On a d'ailleurs vu parfois, regardez au moment du Covid, quand on entendait le Premier ministre décider quelle plage de Bretagne ou du Sud-Ouest devait être ouverte ou devait être fermée. Enfin, c'était hallucinant. On a quand même assisté à ça. Il est essentiel aujourd'hui qu'on repense le développement de notre pays à travers ces territoires. Et ça, ce sera, je pense, une réponse à plein de problèmes. L'Union européenne, normalement, aurait dû nous y aider. Oui, mais ça, je pense que... Parce qu'il y a des financements européens en région, directement. Oui, mais il y a des financements européens en région qui ne sont pas tous utilisés, précisément parce qu'on n'a pas su faire confiance aux territoires pour porter ces développements-là. C'est un mal français, c'est pas un mal européen. L'Europe... Il y a plein de grandes régions en Europe. L'Europe respecte les régions. D'ailleurs, les fonds européens pour les régions sont très importants, mais ils ne sont pas tous utilisés. Il faut essayer de comprendre pourquoi. François-Xavier Lefranc, aujourd'hui, si on doit essayer d'esquisser, il nous reste une minute, une sortie de crise, aujourd'hui, vous estimez que le gouvernement est armé pour faire face à cette crise des agriculteurs ? Que celle-ci va s'installer dans le temps, c'est difficile. Je crois qu'il y a des réponses qui ont été apportées, qui sont concrètes, qui sont jugées insuffisantes par les agriculteurs. Il y a des réponses de court terme, mais il y a des réponses aussi de long terme sur lesquelles il va falloir travailler. Les rapports avec, par exemple, la grande distribution, le fait que la loi Egalim et Egalim 2 doit être respectée. Là, l'État a un rôle important. Et il y aura sans doute aussi dans l'attitude des Français, parce que nous sommes pleins de contradictions. La nécessité, finalement, le meilleur moyen de soutenir les agriculteurs, c'est quand on consomme, de regarder ce que l'on achète, ce que l'on consomme, et de penser à ceux qui les ont produits. Donc c'est aussi ça la réponse à la question. C'est pas seulement l'État, c'est pas seulement le gouvernement, c'est aussi à chacune et à chacun d'entre nous d'être cohérent. Et d'être renvoyé donc à ses responsabilités. Merci François-Xavier Lefranc. Merci à vous. Président du directoire d'Ouest France, journaliste et auteur de Je boirai mon sang, Armand de la Rouërie, je vais y arriver. Rebelle en Haute-Bretagne et jusqu'en Amérique aux éditions Robert Laffont. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt sur notre antenne.